Clément Mwamba a également évoqué la question de la présomption d'innocence, tout en reconnaissant le pouvoir d'exercer de cette institution. Sur la présomption d'innocence, mais oui, c'est un principe important de droit. Les gens qui sont entendus par la commission, ils ne sont pas encore des accusés. Ils sont juste écoutés, auditionnés, ils ont leur liberté et il faut bien que le juge, en dernier ressort, dise que telle ou telle personne qui a été auditionnée a posé un acte susceptible d'être, et leur permettre de pouvoir mettre la personne en examen. Et dernièrement, j'avais rendu visite à cette commission. Je leur ai dit que leur mission était très délicate parce qu'il s'agit de travailler sur les ordres. C'est des gens qui ont besoin de respectabilité. Ils ne doivent pas aller dans des excès. Il leur a imposé beaucoup de droiture, beaucoup de rectitude, beaucoup de respect de leur propre texte qui les régissent. Le droit de réserve, c'est leur capacité à savoir se taire. La Commission nationale de lutte contre la corruption ne subit aucune injonction du gouvernement, a-t-il poursuivi. Toutefois, pour renforcer ses capacités, elle sera dotée d'un nouveau cadre juridique dans un proche avenir. Mais il y a aussi la prise de position de la presse pour recadrer les dérapages des dirigeants. Je prends un exemple tout à fait simple. Je suis à Vox TV aujourd'hui. Le président de la Commission a parlé, le Premier ministre a parlé. Que penses-tu, M. Aziz, qu'est-ce que tu penses de la Commission du Premier ministre? Je dis c'est mal fait. Quand je dis c'est mal fait, c'est que je le cadre. Pour moi, il y a dérapage du Premier ministre. Pourquoi? Il dit des mots que moi, en intellectuel, je renvoie à ce que c'est une mauvaise communication et je fais la démonstration. C'est là le rôle de la presse. Et c'est Vox TV en ce moment-là qui joue un rôle important pour réaiguiller le train qui va aller au dérapage. Je prends un exemple. Le Premier ministre dit présomption d'innocence, il ne faut pas citer les noms, vous êtes en pleine enquête. Le Premier ministre dit ça, c'est un principe sacré du droit. Mais le Premier ministre ne dit pas que la commission qui m'est mise en place, elle est mise en place en respectant les conventions de Mérida et de Maputo. Que disent ces conventions? Je ne vais pas comme à l'ancien au Premier ministre. Les conventions disent, quand l'enquête a commencé, l'enquête est bouclée, la commission doit publier son rapport d'enquête. Dans le rapport d'enquête, la commission doit se prononcer sur les faits. Ou M. Romik a volé ou il n'a pas volé. Si on dit que Tshisekedi Tshikaya est présumé coupable de détournement d'argent, c'est que la commission est arrivée avec des indices concordants montrant que M. Tshisekedi Tshikaya est poursuivi. La commission le dit, mais la commission ne prononce pas la sanction. Elle le dit. Sans cela, après avoir qualifié les faits, qu'elle trouve assez troublants, les faits, elle prend le rapport, elle donne à la police et à l'autre là, au tribunal, pour que le tribunal puisse se prononcer sur les faits positifs. Si on trouve que Tshisekedi Tshikaya n'a pas volé, il ne le fera pas. En ce moment, on fait la présomption d'innocence, il y a la présomption de culpabilité. Les deux présomptions se regardent. Qu'est-ce qu'on appelle présomption? C'est un ensemble d'indices supposés vrais. On suppose vrai qu'il a tort, on suppose vrai qu'il a raison. En ce moment, le magistrat qui fouille avec tous les mécanismes du droit qu'il a en sa tête peut déterminer ce que la commission ne détermine pas. Or, le ministre, le Premier ministre dit, il ne faut pas qu'il prononce, il faut pas qu'il dise, il faut qu'il donne le nom. Non! À moins que le Congo sorte des conventions. Le Premier ministre dit, bon, je veux qu'on fasse à la Congolaise, le Congo sortez des conventions, faites comme vous voulez. Là, c'est un. De deux. Le Premier ministre dit une chose, à mon avis, extrêmement grave. Je dis bien grave. Et même gravissime, je veux le démontrer tranquillement et pédagogiquement. Il dit, quand un ministre est interpellé, c'est tout le gouvernement qui est mis en mal. Non, monsieur Clément Mwamba. Parce que la solidarité gouvernementale ne s'effectue pas dans le vol et le détournement. Il peut être un Premier ministre d'un gouvernement qui vole ensemble, qui détourne ensemble. Non. En matière criminelle, ce qu'on appelle là, c'est des crimes économiques. La responsabilité est individuelle, elle n'est pas collective. Clément Mwamba peut diriger un gouvernement. Si un des ministres vole, il ne peut pas dire que tout le gouvernement est mis en mal. C'est comme si lui dit, c'est comme s'il lui dit, ben écoutez, hein, vous volez, moi je vous protège. Non, la collégialité gouvernementale dans le vol n'existe pas. En ce moment-là, ils sont en train de faire le contraire que le chef de l'État veut. Le chef d'État veut un gouvernement capable de traiter les antivaleurs. M. Mwamba dit non, quand un ministre est touché, c'est le gouvernement qui est mis en mal. Mais le ministre commet une faute qui est grave, c'est un crime. Or, la responsabilité n'est pas collective, elle est individuelle. Avant que M. Romik ne prenne la parole, est-ce que vous, en tant qu'investigateur, en tant que producteur des produits de presse,
vous avez mené une contre-enquête pour voir si, dans le cas de monsieur que vous avez cité, monsieur Tister que vous avez cité, pour voir si, finalement, il est innocent. Mais tout le problème, c'est lequel? C'est que ce genre de dossier, la commission, quand elle travaille, elle a des mécanismes, elle a une loi qui permet aux civils de travailler avec la commission. Et si vous savez que les civils travaillent avec la commission. Mais moi, journaliste, c'est une info tellement cachée que pour l'avoir, puisque la suspicion, aujourd'hui, quand je m'en vais là-bas, on dit, ah, le dossier est déjà connu, on n'en parle pas. On fouille de parler devant le journaliste qui n'a pas... Je vais te dire une chose capitale pour le journaliste, je vais les dédouaner. Nous, on veut que le journaliste dise la vérité, on ne lui donne pas le moyen d'aller chercher la vérité. Je vous donne un exemple simple. Le procureur a mis un mandat d'amener, il a un mandat de perquisition. Tu sais qu'on va ouvrir la porte, il fait la perquisition, mais le journaliste a quel mandat? Je peux venir chez un ministre, il dit je ne te reçois pas. Je porte plainte où? Mais il ne peut pas fermer la porte, un, aux parlementaires qui ont un mandat, deux, au procureur qui a un mandat. Donc on demande à la paix de dire la vérité, on ne donne pas à la paix les mécanismes d'accession à la vérité. Je peux aller au ministère des Hydrocarbures, on me dira on ne te trouve pas la porte. Mais cependant, le procureur peut aller enquêter. Asie Dominique de Marseille, je me tourne vers vous. Alors, quelles sont vos impressions sur ce point de presse? Chemène et Corée, ça ne saurait être autrement. J'ai toujours dit que l'État, c'est un monstre froid. Il peut somnoler, mais à un moment, l'État sort de sa torpeur, de sa somnolence, et l'État sévit. Et là, il a sévi parce que le délit est constitué. Le délit de diffamation est bel et bien constitué. La brillante démonstration des deux ministres nous a épatés, a étonnés, a démontré que l'ouvrage de Dominique Nkunku n'est qu'une simple élucubration de ses simples pensées. Les faits n'étant pas constitués, le délit est là et il est puni. Et c'est arrêté. Alors cet arrêté vient donc pour mettre fin à ce qui pourrait être l'apologie du crime. Parce que si cet ouvrage venait ici, répété, diffusé dans les médias, repris, c'est ce qu'on appelle apologie du crime. Et le gouvernement a vu juste arrêter cette apologie du crime en mettant fin donc par cet arrêté. Et ce bouquin ne traversera jamais les frontières nationales. Et voilà un état de droit. Et tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ce monsieur a fauté. Et voilà, la loi s'applique à son cas. Asie Dominique de Marseille, le génocide des Laris au Congo, que vous inspire cet ouvrage? C'est un labyrinthe tortueux qui n'a de sens que dans la tête de docteur. Docteur, oh là là, quel terme! Et quand on voit l'ouvrage pondu par ce docteur, que ne sort de sa propre tête, je vous dis, Chimène Ekwere, quand on regarde ces photos, il suffit de cliquer et sur Google, ces photos sortent de quelle origine? C'est un accident, un arbre qui est tombé au Ghana, qui a tué beaucoup de gens. Et voilà, Nkunku est parti prendre les images du Ghana, a plaqué sur le Congo. Première tricherie à haute voltige qui déshonore son auteur. Ce n'est pas crédible. Pour un docteur, la crédibilité du doctorat est tombée par terre. Et s'il l'a fait à Paris, il faut qu'il revoie ses études. Et là, ça montre que l'ouvrage n'a plus son sens. Et comme vous regardez cet ouvrage, Chimène, je vais utiliser le mot, oh, quel ouvrage! Un véritable cracheur-corps intellectuel et qui a imbibé le citoyen d'une mauvaise sauce. Ceux qui ont goûté à cette sauce se sont retrouvés avec un beriberi culturel qui ne dit pas son nom. Nkunku a raté son coche. En tout cas, dans cet ouvrage, tout se situe dans un véritable labyrinthe tortueux, l'imagination. C'est un film de science-fiction bâti par l'auteur, conçu par l'auteur et pendu par l'auteur. Asie, au regard de la vie congolaise aujourd'hui, peut-on déceler les indices de génocide au Congo? Et Chimène, j'aurais bien aimé aller à Genève, aller à Paris, qu'ils m'écoutent. Ces militants des droits de l'homme, ces droits de l'homiste qu'ils me suivent, je leur dirais, venez avec moi. Allons-y à Brazzaville, au Congo. Qu'est-ce qu'on va faire, Chimène? On commence à Infondo jusqu'à Pointe-Noire. On verra que les Laris vivent paisiblement dans toutes nos régions. Les Laris vaquent à leurs occupations sur le plan des fonctions d'État comme des fonctions privées. Les Laris ont épousé qui ils ont voulu dans n'importe quelle région. Mais le génocide des Laris ne peut pas s'effectuer dans le pool. Les Laris sont sur le territoire national. Ils vivent en paix, en tranquillité. C'est l'exemple, c'est l'image d'un homme politique qui voudrait accéder au pouvoir en marchant sur le dos de l'ethnie. C'est qui est décevant. Mais diable, laissez les Laris et le poule tranquille. Le poule devient un tremplin et le Lari une ethnie qu'on a essayé un peu de stigmatiser comme ça pour donner un peu plus du punch à ceux qui veulent accéder au pouvoir. Mais le pouvoir à Brazzaville ne gère pas les ethnies, mais il gère la nation. Et tout le monde se retrouve là-dedans. Et quand vous avez lu cet ouvrage, c'est malheureux. C'est malheureux parce que, Chimène, quand je vois l'Harmattan,
une grande maison d'édition comme l'Harmattan, se permettre d'ouvrir ses services à ce genre d'auteurs, c'est malheureux. Je peux dire aujourd'hui que le crédit, la crédibilité de l'Harmattan a déjà vu son pronostic de crédibilité totalement engagé quand il a le fait d'avoir accepté de diffuser, d'imprimer cet ouvrage. L'Harmattan a perdu de sa crédibilité. Et là, l'Harmattan est descendu bas, et plus bas que terre, pour une grande maison d'édition qui avait son audience au-dessus de tout. Vous avez peut-être un dernier mot? Le dernier mot, Chimène, c'est dire que dans notre pays, je crois que ceux qui veulent accéder au pouvoir, qu'ils comprennent qu'on ne peut plus prendre le pouvoir que par les urnes. Mais je me dis, quand vous avez affaire à ces gens de citoyens, qui au lieu de penser à la difficulté que ce pays traverse, ces fils du pays se mettent à poignarder le pays dans le dos. Pendant que le Congo traverse une crise économique difficile, négociation avec les FMI, que tout le monde est tranquille, c'est le village qui jamais ne dort. Voilà qu'un certain Congo Dominique, sorti de nulle part, nous pend un génocide. Et le danger, c'est quoi? Généralement, les institutions internationales, au niveau international, les gens aiment s'accrocher à ce genre de ragot. Il faut vite reparer ce genre de ragot, et c'est ce que le gouvernement a fait. Nous pensons que cette histoire mérite d'être fondamentalement éclairée. Ce n'est pas le premier et le dernier débat Chimène. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions et sur les antennes de Télé Congo. Voilà, merci. Merci, Chimène. Marseille. Nous avions un débat dans cette maison de la télévision. Excusez-moi, quand c'est comme ça, je vais clair. Je ne mets pas des gants. Oui. Un écrivain congolais qui s'appelle Babankou dit « Je demande à Hollande d'intervenir pour invalider l'élection présidentielle au Congo. Si Hollande ne le fait pas, moi, Babankou, je ne vais pas voter pour Hollande parce que j'ai la nationalité française. » Azir Passal pour dire « Mais comment un écrivain de cette facture, qui a eu des plus grands prix, le prix Renaudot, peut-il descendre bas, aussi bas que terre et peut enterrer son intellect? D'où vient-il que le président français peut influencer, peut invalider une élection présidentielle au Congo? C'est pas que l'acrobatie diplomatique ou l'acrobatie du droit qui va réussir à le faire. Voilà quelque chose d'un élément, mais quelqu'un d'autre parle. Mais à Télécom, il y a des gens qui disaient pourquoi Mabakou parle, Azi parle. Ce que j'appelle moi, non, c'est l'obscurantisme journalistique. C'est du journalisme adultérin qui est né du mariage incestueux entre l'objectivité et la liberté d'expression confère à chacun la liberté de dire ce qu'il pense. La seule chose, c'est que ce qui sort de votre bouche permet de vous juger. Un idiot a été pris pour un sage parce qu'il n'est pas encore ouvert la bouche. On te voit bien habillé, belle cravate, belle montre. On peut te donner le bon Dieu sans confession. Et quand tu ouvres ta bouche, on te retire le bon Dieu. Parce qu'évidemment, de ta bouche sortent des énormités, des calamités culturelles incroyables. Tu plonges la société dans une myopie culturelle qui ne dit pas son nom. C'est ce qui sort de votre bouche qui vous déjuge, qui vous place sur le banc des nuls ou des meilleurs. Donc, Nkunku a écrit, M. Nsako a écrit, tous écrivent sur l'extermination des Lari. Aux Congolais, journalistes, pas qu'aux politiques, j'insiste, journalistes intellectuels, de s'approprier le débat, parce que le débat est national. Vous avez des journalistes à Télécom qui disent, mais Nkunku a parlé, pourquoi Azi parle? C'est ce que j'appelle, moi, des nez culturels. Le nénisme, il est petit comme ça. S'il est grand, il dit, le débat est national. Aziz, c'est un faiseur d'opinion, il ne peut qu'intervenir. Elle a dit une chose capitale qui est relayée par le frère à côté. Moi, j'aimerais entendre ça. Que deviendra l'avenir d'Mboshi? C'est ce genre de discours qui ramène le pays vers le bas. Que quelqu'un qui s'appelle Général Intel, du haut de son grade, se met comme ça à débuter ce genre de discours de manière officielle, c'est regrettable. Autant qu'on écrive comme ça, c'est regrettable. Voilà pourquoi notre rôle de faiseur d'opinion en tant que journaliste, c'est de bannir ce genre de comportement. Soit-il d'un concours de Nyangambwala, ce n'est pas national, ça ne contribue pas à cimenter le tissu de l'unité nationale. Et le rôle du journaliste, ce n'est pas celui de diviser, c'est de voir d'une certaine manière mettre sa plume au service de la cohésion sociale et non de la division sociale. Voilà, quand je m'en prends, et quand mon frère Conco dit, les Lari ne meurent que de génocide, mais ça fait toi dans le dos. Quand il dit, l'homme du Nord ne réagit que par instinct, mais ça fait toi dans le dos. Quand Nyangambwala dit, l'avenir d'Mboshi, mais qu'est-ce qu'on a foutu avec l'avenir d'Mboshi? Le pays n'est pas géré que par l'Mboshi. Est-ce qu'une seule ethnie ou une seule tribu peut gérer le pays? Non. Même si vous êtes Lari, vous ne pouvez pas seul gérer le pays. Pour être élu au suffrage universel, il faut faire la cohésion de toutes les régions. Je ne vois pas Michel Dupoul dire, moi je suis Dupoul, avec Dupoul, sommet serait président. Non. Voilà pourquoi
Quand vous dites pourquoi vous... Il faut en parler pour que ces choses ne puissent pas mourir. Parce que quand vous ne parlez pas, ça fait naître une haine sous-jacente. Il faut parler pour vider nos pensées. Et c'est parce qu'on a parlé que peu personne ne va se battre. Quand on ne se parle pas, alors chacun garde la rancœur. Et puis tout de suite, l'étincelle a pris feu et c'est la guerre. Je mesure l'impatience du peuple qui attend que des têtes tombent. Comme si la présomption d'innocence n'était qu'un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Qu'il plaise aussi de rappeler qu'il s'agit d'un processus souvent contradictoire, capable de déboucher sur des privations de liberté ou des dessaisissements divers. Les indemnités ont été déjà coupées ou sont hors fonction, mais qui continuent à percevoir de leur salaire, ce qui fait que sur un total de plus de 55 milliards qui constitue la masse salariale du Congo, si on fait un toilettage, eh bien, on arriverait à réduire cette masse. Donc voilà les deux points fondamentaux, les points focaux, et qui pour moi ont retenu mon attention dans le discours du chef de l'État. Asie Dominique de Marseille, quand le chef de l'État dit face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson, à quoi fait-il allusion? Il fait allusion à ceux qui pensent que la République n'est faite que pour punir les uns, pas les autres. Le chef d'État a montré que personne, alors la personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est en cela que vous soyez petit fretin, peut-être par exemple des personnes sans fonction, et sans égard social, et des personnalités de marque et qui assument des fonctions civiles comme militaires, imbus de leur grade et de leur fonction, ils se croient au-dessus de la loi. Le chef de l'État a dit non. Ceux qui se prennent pour des gros poissons, eh bien les mailles de filet de la justice prendront, et les petits et les grands. Et c'est en cela qu'ils mettent tout le monde dans ce four. Dans ce four-là, dans ce moulin. Tout le monde y passera. Alors, en ce moment-là, il attire l'attention de ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, que par leur fonction, ils peuvent être poursuivis. Ils ont eu tort. Le chef d'État reprécise. Alors là, il reprécise avec des mots forts. Que vous soyez petit fretin, comme gros poisson, eh bien, tout le monde passera. Asie Dominique, le chef de l'État comprend bien l'impatience des Congolais de voir des têtes tomber. À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Mais le chef a parlé. On devrait, non, j'utilise pas le dire, on devrait, on doit attendre. Parce que la parole du chef d'État ne se marchande pas comme on marchande un demi-kilo de mouton marché. Est-ce qu'on pourra avoir des ministres emprisonnés? Ça veut dire que maintenant, les instances habilitées sont obligées de prendre le taureau par les cornes. Quand je parle d'instances habilitées, eh bien c'est la justice. Les antivaleurs, la sanction appartient à la justice. C'est pas la vindicte populaire, c'est pas le bourras de la rue, c'est la justice. Dans ce pays, nous venons de voir la mise en place d'une haute cour de justice qui a habilité à juger les hautes personnalités. Donc aujourd'hui, on peut plus dire qu'il y a un vide. Dans tous les cas, la justice n'a jamais laissé de vide. Tous les cas de figure sont prévus. Que vous soyez nanti d'une immunité diplomatique, il y a des voies de droit qui dégagent l'immunité. Que vous soyez ministre, il y a des voies de droit qui dégagent votre fonction. Donc dans notre pays, le droit a prévu tous les cas de figure. Ce qui veut dire que quand le chef d'État a parlé, on ne parle pas on devrait, non, on doit, en 2019, j'insiste, on doit, parce que on ne marchande pas la parole du chef d'État comme on marchande un demi-kilo de mouton au marché. Là donc on peut dire que le chef d'État a sonné
la fin de Il a sonné la fin de la récréation, fini la récréation. Maintenant, tous les instances sont mises en place les jours à venir. L'année 2019 devait être une année où chacun passerait devant la justice. Il a bien dit, ce n'est pas qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Il a bien la présomption d'innocence. Mais j'aimerais ajouter à cette présomption de l'État qu'on fait de la présomption d'innocence, il y a la présomption de culpabilité. Ces deux présomptions se regardant, son magistrat de toiletter la maison, de trouver qui est coupable et qui est innocent, qui va à la maison et qui va en prison. Merci Asie Dominique de Marseille pour cet éclairage.